Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de me donner cette opportunité de présenter ce travail devant vous et dans un cadre aussi prestigieux. Je voudrais les remercier d'autant plus que je ne suis pas du tout spécialiste de neuroéconomie, donc je vais plutôt jouer le rôle du naïf. Je vais vous raconter quelques constats que nous avons faits dans des travaux qui partent plutôt de considérations purement économiques, en économie théorique, qui nous ont permis de retrouver de manière presque inattendue des résultats d'économie comportementale. Et à partir de là, la question que nous nous posons, ou que nous vous posons, donc avec Clotilde Knapp, qui est également à Dauphine et au CNRS, c'est dans quelle mesure les histoires que je vais vous raconter pourraient servir de métaphore à quelque chose qui pourrait se passer dans le cerveau. Alors, le titre de l'exposé ici en anglais, puisque les transparences sont en anglais, mais mon exposé sera en français, c'est biais comportementaux et agents représentatifs, et en parenthèse, en toute petite parenthèse, où le cerveau vu comme un planificateur, avec autour de lui un certain nombre d'exécuteurs hétérogènes. Alors, si je rappelle l'approche standard en économie, l'approche standard en économie consiste à dire que lorsque l'on a à choisir entre un vecteur de paiement x1, x2, xn, c'est-à-dire recevoir x1 dans l'état 1, x2 dans l'état 2 et xn dans l'état du monde numéro n, lorsqu'on a à choisir donc entre ces xi et puis des y, y1, y2, yn, eh bien, pour savoir lequel des deux je préfère, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'utilité de chacun de ces xi, je vais multiplier par une proba objective ou subjective, πj, et puis je vais prendre l'espérance de cette utilité, et je vais comparer, du coup, l'espérance d'utilité que me donne x et l'espérance d'utilité que me donne y. Et je vais choisir le plan que l'on me propose et qui a la plus grande espérance d'utilité. Et puis, d'autre part, lorsqu'on a à faire des choix intertemporels, on suppose, en général, donc dans la théorie standard, que les agents ont une fonction d'escompte exponentielle, c'est-à-dire que recevoir une unité d'un bien demain, ça n'est pas la même chose que de recevoir la même unité de bien aujourd'hui, et ce n'est pas la même chose que de le recevoir après-demain. Donc j'ai une préférence pour le présent, et cette préférence pour le présent, je vais la mesurer par un taux d'intérêt psychologique. 1 donné aujourd'hui, eh bien ça vaut 1 en termes de consommation aujourd'hui, mais si on me donne 1 demain, je vais plutôt l'évaluer à 1 sur 1 plus r, et puis si on me donne 1 après-demain, je vais l'évaluer à 1 sur 1 plus r au carré, etc. Et le petit r va mesurer ma préférence pour le présent. Si mon petit r est égal à 0, eh bien c'est que finalement, 1 dans 3 jours ou 1 aujourd'hui, c'est exactement la même chose pour moi. Et puis si r est élevé, eh bien ça veut dire que j'ai une forte préférence pour le présent. Et lorsque l'on travaille en continu, avec toutes les dates possibles, plutôt que d'écrire les choses sous la forme 1 sur 1 plus r puissance k, on va écrire exponentielle de moins ρ fois t, et d'où le concept de discounting exponentiel, d'escompte exponentiel. Alors, ça, c'est la théorie standard. Et en même temps, si l'on regarde ce que nous dit aujourd'hui l'économie comportementale, c'est-à-dire ce que l'on observe en faisant des expériences auprès des individus, avec des individus, c'est que d'abord on s'aperçoit que la fonction d'escompte, donc je parlais d'escompte exponentiel tout à l'heure, ma façon de représenter mes choix entre le présent et le futur, eh bien ma fonction d'escompte, je peux toujours l'écrire sous la forme exponentielle moins ρt, mais le ρ n'est pas une constante. Ρ, c'est quelque chose qui décroît avec le temps. Donc certes, j'ai une préférence pour le présent, mais cette préférence décroît avec le temps, et la différence entre aujourd'hui et demain est beaucoup plus importante dans mon esprit que la différence que je ferai entre dans 10 jours et dans 11 jours. Pourtant, il n'y a qu'un jour de décalage entre les deux, mais je vais avoir cette décroissance du taux d'escompte que l'on va appeler donc l'hyperbolic discounting. Et puis ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails de la prospect theory et plus précisément de la cumulative prospect theory. L'autre élément fort de la théorie donc comportementale, c'est de dire que les agents économiques ne prennent pas réellement l'espérance de leur utilité sous la probabilité objective des états du monde, ni même sous une probabilité subjective qu'ils auraient construite d'une manière ou d'une autre. En fait, ils déforment les probabilités.
Ils déforment les probabilités, ils vont avoir tendance à surévaluer des petites probabilités, à sous-évaluer des grandes probabilités. Donc, il y a une fonction de distorsion des probabilités qui n'est absolument pas linéaire et qu'il faut donc prendre en compte. Et alors, là, j'ai représenté la fonction type de déformation des probabilités, que je vais interpréter très rapidement. Donc, on parle d'inverse S-shaped transformation function, donc fonction de transformation S, en forme de S inversée. Alors, que représente cette fonction? Eh bien, ici, j'ai les probabilités de 0 à 1, et cette fonction, c'est la façon dont je vais transformer la densité cumulée, en fait, la fonction cumulative. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un événement qui a une probabilité 0, et puis les événements sont ordonnés du plus mauvais au plus élevé. Donc, si je m'intéresse, par exemple, au premier décile, aux 10% d'événements les plus mauvais pour moi, eh bien, je m'aperçois que je vais surévaluer leur probabilité. D'accord? De la même façon, si je me place à la fin, je m'aperçois que là, j'ai la transformation, donc j'ai la probabilité de mon point de vue dans la courbe noire de ce qui va se passer dans les 90% plus mauvais cas. Et puis là, c'est la fonction, c'est la valeur que je vais assigner aux 100% plus mauvais cas, c'est-à-dire à l'ensemble des cas. Eh bien, la différence entre 90% et 100%, donc cet écart ici, qui est mesuré par la pente de ma fonction, va mesurer la probabilité que je mets sur les 10% meilleurs états du monde. Et cette probabilité, vous voyez, elle est plus élevée puisqu'elle est mesurée par la pente est supérieure à 1, donc je vais surpondérer les très mauvais événements, et je vais surpondérer aussi les très bons événements. Donc, à la fois, je surpondère les très bons événements et les très mauvais événements, et en revanche, je vais avoir une fonction qui va être beaucoup moins pentue au milieu, ce qui fait que je vais donner moins de poids aux événements intermédiaires. Une autre façon de voir ça, alors, voilà. Donc là, j'ai représenté différentes fonctions de ce type. La diagonale, c'est celle qui consiste à ne pas déformer du tout les probabilités, et plus ma fonction ici va être tordue, plus ça voudra dire que je surévalue les probabilités extrêmes, à la fois très bons états du monde et très mauvais états du monde, et d'autre part, je ferai quasiment pas la différence entre un événement qui a une probabilité de 0,4 et un événement qui a une probabilité de 0,6. Donc cette propriété, donc le degré de courbure est appelé discriminabilité, parce que moins ma courbe est courbée au centre, enfin moins donc la courbure est forte au centre, plus ça voudra dire effectivement que je ne suis pas capable de différencier entre les probabilités intermédiaires, entre une probabilité de 0,3, 0,4, 0,6, tout ça c'est à peu près pareil. En revanche, je fais très très attention aux petites probabilités extrêmes, puisque entre 0 et 0,1, eh bien, on voit bien que j'ai une différence d'évaluation qui est très très forte. Donc, des fonctions de distorsion, de transformation des probabilités, et qui vont surtout surpondérer les extrêmes et être beaucoup moins regardantes sur la partie centrale de la distribution. Et donc, plus mes courbes seront en forme de S bien courbées des deux côtés, donc concave, convexe, et plus je dirais que moins je serai discriminant en fait. L'autre propriété à laquelle on a donné un nom dans ces courbes, c'est ce qu'on appelle l'attractivité. Vous voyez que là j'ai deux courbes différentes, celle du dessous et puis celle qui est juste au-dessus, et vous voyez que celle qui est au-dessus est tout le temps au-dessus de la première, et donc ça veut dire que cette courbe-là va systématiquement surévaluer les probabilités par rapport à la première courbe, et donc je vais être plus à même d'accepter un pari sur... donc si on me propose une loterie, et si j'ai cette fonction-là, je vais plus être à même d'accepter cette loterie plutôt que si j'ai cette fonction-là. Donc les jeux de chance je serai plus attiré par les jeux de chance si j'ai la courbe du dessus par rapport à la courbe du dessous. Pour l'instant, c'est simplement une typologie des différentes fonctions de transformation. Alors maintenant, quel est notre objectif ou quel était notre point de départ? En fait, on est parti d'un problème d'économie théorique où on a regardé ce qui se passait dans un modèle où on a des agents qui ont chacun ses propres croyances. Donc on a N agents dans l'économie, chaque agent a sa probabilité
d'occurrence des États du monde. Et la question qu'on se pose, c'est comment se comporte le groupe. Donc on a des individus qui ont des croyances hétérogènes, et la question qu'on se pose, c'est comment se comporte le groupe et comment caractériser soit l'équilibre, soit les optima de Pareto, suivant la façon de modéliser les choses, dans cette économie où les agents ont des croyances hétérogènes. Alors, plus précisément, on considère des individus qui ont tous, pour l'instant, la même fonction d'utilité. C'est une fonction d'utilité puissance, c'est une fonction d'utilité qui est classiquement utilisée en économie. On suppose que chacun d'entre eux a une fonction d'escompte exponentielle, donc c'était la préférence pour le présent, c'est une constante, ρi, qui est propre à chaque individu. Donc il y a des individus qui ont une forte préférence pour le présent, d'autres une préférence moins forte pour le présent, mais je me place dans le cadre standard où chacun a une préférence pour le présent qui est constante et donnée par ρi. Et puis je suppose que chaque agent maximise son espérance d'utilité, donc je suis vraiment dans le cadre standard, à part que chacun la maximise par rapport à sa probabilité à lui. Ils ne connaissent pas les vraies probabilités, ou, pour une raison ou pour une autre, ils les remplacent par une autre probabilité, mais chacun a sa probabilité, et la probabilité de l'agent I, je la note QI. Et donc finalement, ce que fait l'agent I, c'est qu'il maximise son espérance d'utilité, la fonction U de X, et puis le MI ici représente la densité de sa probabilité à lui par rapport à la probabilité objective, et le DI qui est ici, c'est le coefficient d'escompte, c'est l'exponentiel de moins ρit. Et puis je vais supposer que j'ai un nombre soit fini, soit infini d'agents dans cette économie. Tous les résultats marchent aussi bien en nombre fini ou infini. Eh bien, qu'est-ce qu'on montre dans ce cas-là? C'est que à l'équilibre ou à l'optimum de Pareto, alors l'équilibre économique, pour ceux qui n'ont pas du tout la culture économique, c'est qu'on est dans un modèle où chaque agent maximise son espérance d'utilité, et la question est de savoir, donc on donne un prix aux agents, on leur dit voilà les prix, une fois qu'ils connaissent les prix, chacun d'entre eux maximise son espérance d'utilité, mais sous sa contrainte de budget, puisqu'il ne peut pas s'acheter n'importe quoi, il a des limites budgétaires, en fonction des prix et en fonction de sa richesse, il y a des choses qu'il peut acquérir et d'autres pas, et chacun d'entre eux va choisir le plan qu'il peut s'offrir et qui lui donne le maximum d'utilité. Et l'équilibre, eh bien, c'est la situation dans laquelle la demande des différents agents colle parfaitement avec l'offre qui est disponible dans l'économie. L'autre concept qui ici, dans ce cadre-là, est équivalent, c'est le concept d'optimum de Pareto, c'est-à-dire qu'on peut se placer aussi du point de vue d'un planificateur qui a une certaine ressource à distribuer entre les agents et qui distribue cette ressource en donnant à chacun un morceau de cette ressource globale. Et ce que cherche ce planificateur, c'est à faire en sorte que le contentement global dans l'économie, le degré, la quantité d'utilité globale dans l'économie soit la plus élevée possible. Donc, je donne la quantité X1 à l'agent 1, il va calculer son utilité, je donne la quantité X2 à l'agent 2, il calcule son utilité, et mon objectif, c'est de distribuer ça de manière à maximiser l'utilité. Ce que l'on montre ici, c'est que dans tous les cas, soit à l'optimum de Pareto, soit à l'équilibre, eh bien, tout se passe comme si l'utilité globale du groupe peut être calculée comme si, en fait, on avait une croyance qui est la croyance moyenne et un coefficient d'escompte, pardon, pas un coefficient d'escompte, une fonction d'escompte qui est la fonction moyenne. Alors quand je dis moyenne, c'est pas tout à fait la moyenne arithmétique, c'est une moyenne avec des puissances état, 1 sur état, si vous vous souvenez, c'était le paramètre de ma fonction d'utilité, mais en gros, tout se passe comme si on avait une croyance moyenne et une fonction d'escompte moyenne. Et du coup, si je m'intéresse maintenant à la densité de x étant donné par x étant la distribution de la richesse totale de l'économie, eh bien, la densité pour l'agent représentatif, donc ce qu'on appelle l'agent représentatif, c'est cet agent agrégé qui est tel que tout se passe finalement comme si c'était lui qui prenait les décisions. Il n'existe pas, cet agent représentatif, il résume en quelque sorte l'économie. Eh bien, on s'aperçoit que pour cet agent représentatif, la densité de la richesse totale de l'économie est une moyenne des densités individuelles telles qu'elles sont vues par les différents agents. Et en particulier, si on fait quelques petits calculs élémentaires, on s'aperçoit par exemple que si on suppose que les agents en moyenne ne se trompent pas, supposons qu'en fait, dans mon économie, j'ai 2 agents.
Et il y en a un qui est un peu trop optimiste, l'autre qui est un peu trop pessimiste. Il y en a un qui surévalue la probabilité des bons états du monde et l'autre qui sous-évalue la probabilité des bons états du monde. Mais qu'en moyenne, ils ont raison. D'accord ? Eh bien, au niveau de l'agent représentatif, on va trouver que l'espérance de la richesse totale de l'économie, c'est l'espérance objective, c'est-à-dire qu'en moyenne, l'agent représentatif ne se trompe pas, puisque lui, sa probabilité à lui, c'est la moyenne des deux probabilités. Donc si les deux probabilités étaient en moyenne correctes, eh bien l'agent représentatif ne va pas se tromper sur l'espérance de la richesse totale de l'économie, ne va pas se tromper sur la richesse, sur l'espérance de la perspective qui se présente à lui. En revanche, la variance des résultats, c'est-à-dire la variance de la richesse totale de l'économie du point de vue de l'agent représentatif, va être strictement plus grande que chacune des variances individuelles. Et donc, cet agent représentatif va avoir tendance déjà à élargir la distribution de petit x étant la variable aléatoire représentant la richesse totale de l'économie. Alors, regardons de manière plus précise ce qui se passe, par exemple, si je suis dans une économie ou dans une loterie, on nous propose collectivement une loterie dont les paiements sont donnés par une loi normale mu sigma 2. D'accord ? Et moi, je suis le planificateur, je dois vous distribuer ces quantités entre vous, sachant que la distribution de la loterie, c'est une loi normale mu sigma 2, ou une loi log normale mu sigma 2, mais chacun d'entre vous a sa propre idée là-dessus, et en fait, Monsieur I suppose en fait que la distribution n'est pas mu sigma 2, mais est mu I sigma 2. Donc, pour une raison ou pour une autre, certains d'entre vous surévaluent le paiement moyen et donc ont un mu I qui est plus grand que le vrai mu, et puis d'autres sous-évaluent ce paiement moyen et ont un mu I plus petit que mu. Ceux qui surévaluent le mu, je vais les appeler optimistes. Ceux qui sous-évaluent le mu, je vais les appeler pessimistes. Eh bien, ce que l'on montre, c'est que si les croyances des individus sont suffisamment hétérogènes, c'est-à-dire si les MUI sont suffisamment hétérogènes, donc s'il y a suffisamment d'hétérogénéité dans le groupe, eh bien, la distribution de log x du point de vue de l'agent représentatif, c'est-à-dire du point de vue du groupe, du point de vue agrégé, va être bimodale, elle va avoir deux bosses, elle va avoir plus de variance, plus de kurtosis, et en plus, on va pouvoir caractériser comment évolue cette distribution en fonction du paramètre d'aversion au risque état des différents individus. Alors, en fait, si j'analyse un peu plus, et c'est là qu'on a trouvé quelques résultats qui nous ont semblé intéressants en ce qu'ils nous permettent de retrouver au niveau agrégé des propriétés que l'on a d'habitude au niveau individuel, mais en économie comportementale, eh bien on trouve d'abord que si dans mon économie j'ai à la fois des optimistes et des pessimistes, l'agent représentatif, lui, n'est ni optimiste ni pessimiste. On s'y attend un peu puisque c'est un mélange des deux, mais en fait c'est un mélange qui va être ni optimiste ni pessimiste. Il va être optimiste sur les bons états du monde et il va être pessimiste sur les mauvais états du monde. C'est-à-dire qu'il va exactement faire ce que l'on avait décrit tout à l'heure au niveau de l'agent de l'économie comportementale, il surévalue les probabilités des événements extrêmes. Et en fait, il va se comporter comme le plus pessimiste des agents sur les très mauvais états du monde, et il va se comporter comme le plus optimiste des agents dans les bons états du monde. Et enfin, on va trouver que la fonction de transformation, c'est-à-dire cet agent représentatif, transforme les probabilités, et il les transforme exactement avec une fonction en forme de S inversée, qui est ici, et qui est la fonction type que l'on observe en économie comportementale. En fait, on peut même, en jouant sur les caractéristiques individuelles, reproduire exactement, c'est ce qu'on s'est amusé ici à faire, on reproduit exactement la courbe dite de Prélec, qui est l'une des fonctions, l'une des paramétrisations des fonctions de transformation qui sont utilisées en économie comportementale. On reproduit exactement la courbe de Prélec, simplement en considérant qu'il y a un agent optimiste, qu'il y a un agent pessimiste, et en fonction du degré d'optimisme et de pessimisme de l'agent 1 et de l'agent 2, eh bien, on peut calibrer parfaitement le résultat avec la courbe de Prélec. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que la petite histoire que l'on peut raconter derrière, c'est que lorsque j'observe un comportement qui est décrit par cette fonction
en forme de S inversé, soit effectivement je suis face à un agent de type comportemental et qui a répondu comme dans les expériences habituelles, soit je suis en face d'un agent qui délègue la tâche à deux autres agents, l'un qui est optimiste, l'autre qui est pessimiste, qui leur demande leurs évaluations, qui reconstitue sa demande au sens de l'optimum de Pareto ou au sens de l'équilibre économique, et qui, à ce moment-là, eh bien, va se comporter exactement comme ce que l'on observe ici. Et donc, la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'il y a lieu de penser que ce comportement qui est effectivement observé dans la réalité, est-ce qu'il y a lieu de penser que ce comportement résulterait d'une distribution des tâches entre différents agents qui chacun maximiserait son utilité selon le critère standard, mais avec une probabilité, avec soit un suroptimisme, soit un surpessimisme, et qui conduirait à ce résultat. Alors, pour en avoir discuté avec Stanislas déjà, une histoire très très simple que l'on pourrait imaginer, c'est si jamais je délègue la tâche à deux agents, je peux très bien penser que je leur transmets l'information que la loi a évaluée, c'est la loi normale mu sigma 2, mais que pour des raisons d'erreur de transmission, donc il y en a un qui reçoit mu plus epsilon et l'autre qui reçoit mu moins epsilon. Eh bien, si jamais, donc un petit bruit qui se rajoute dans ma transmission, eh bien, dans ce cas-là, quand je vais remonter ensuite l'information au niveau central, je vais me retrouver exactement avec ce type de déformation. Et le degré de déformation va dépendre en fait de la taille de ce epsilon, de cette erreur de transmission, et plus particulièrement de la taille relative de cet epsilon par rapport au sigma 2, c'est-à-dire la variance réelle de la perspective que j'essaye d'évaluer. Alors, en fait, on peut même dire des choses sur le lien entre la forme de cette courbe et les caractéristiques individuelles. C'est-à-dire que, tout bêtement, j'ai plusieurs agents. Chaque agent est caractérisé ici par son MUI, qui est la moyenne, d'après lui, de la richesse totale de l'économie ou de la perspective qu'on est en train, ou de la loterie qu'on est en train d'évaluer. D'accord ? Donc chaque agent est représenté par un MUI. Si je prends tous les MUI et que je les translate vers la droite, donc que je les rends tous un peu plus grands, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais obtenir un nouvel agent dont la courbe est plus attractive que celle de l'agent initial, plus attractive au sens de ce qui est représenté ici. Donc, si j'augmente tous les MUI, alors mathématiquement, c'est un peu plus subtil parce que c'est pas on les augmente, en fait, on fait un first stochastique dominant shift sur les MUI, eh bien, on va augmenter l'attractivité. Si au contraire, j'écarte les MUI, donc je les éloigne de leur centre, il y a des MUI que j'envoie vers la gauche et d'autres MUI que j'envoie vers la droite, créant du coup plus de désaccords entre les agents, eh bien quand j'augmente le niveau de désaccord entre les agents, au contraire, je vais décroître la discriminabilité, c'est-à-dire que je vais avoir des courbes qui vont être de plus en plus plates au milieu et de plus en plus pentues au centre. Ce qui veut dire que les propriétés de discriminabilité et d'attractivité peuvent être reliées en fait aux caractéristiques des individus en termes de désaccord entre eux. Plus il y aura d'hétérogénéité entre les individus, moins la courbe sera attractive, sera discriminante, et plus les agents seront optimistes, plus l'agent représentatif en fait sera lui-même optimiste, et j'aurai donc une courbe qui sera plus attractive. Alors, en fait, ce qui est intéressant également, c'est de regarder maintenant ce qui se passe en dynamique. Si je regarde ce qui se passe en dynamique, là j'ai dit que la probabilité de l'agent représentatif, c'est la moyenne des probabilités individuelles. Et la moyenne ici est équipondérée. J'ai 1 sur I étant le nombre d'agents. Donc la probabilité de l'agent représentatif, c'est la probabilité équipondérée. Elle est équipondérée parce que je pars d'un modèle où tous les agents ont la même richesse initiale. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe après une étape? Si on joue le même jeu à plusieurs reprises, donc on leur propose le X, ils décident de se le partager d'une certaine manière, et puis à la date suivante, on regarde ce qui s'est passé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les optimistes, ils ont parié sur les bons états du monde, les pessimistes ont parié sur les mauvais états du monde. Si c'est un bon état du monde qui s'est présenté, l'optimiste est plus riche, en valeur relative, que le pessimiste.
Si c'est un mauvais état du monde qui s'est présenté, vu que le pessimiste a parié sur les mauvais états du monde, en termes relatifs, il va se retrouver plus riche que l'optimiste. Et quand je vais refaire ma moyenne ici, parce qu'on montre en fait que la moyenne qu'il faut considérer, c'est la moyenne pondérée par les richesses, si je refais ma moyenne, je vais m'apercevoir que je vais surpondérer les optimistes et sous-pondérer les pessimistes s'il y a eu un bon état du monde. Donc, l'agent représentatif, après un coup, va actualiser sa croyance, et sa croyance va devenir plus optimiste si entre-temps on a observé un bon état du monde, et va être plus pessimiste si entre-temps on a observé un mauvais état du monde. Donc il y a de l'apprentissage, alors même que je n'ai supposé d'apprentissage sur aucun des deux individus. Les individus, eux, ils gardent leur croyance du début jusqu'à la fin. En revanche, au niveau de l'agent représentatif, c'est-à-dire au niveau du groupe, il y a de l'apprentissage. Et de manière plus précise encore, si je suppose que toutes les fonctions d'utilité sont logarithmiques, je retrouve au niveau de l'agent représentatif exactement l'apprentissage bayésien. Donc, l'apprentissage bayésien apparaît simplement ici comme la résultante de l'optimum de Pareto ou de l'équilibre entre les deux individus, l'optimiste et le pessimiste. Aucun des deux n'apprend, mais parce que chaque fois qu'il y a un bon état du monde, ça renforce la richesse de l'optimiste, chaque fois qu'il y a un mauvais état du monde, ça renforce la richesse du pessimiste, eh bien les poids relatifs évoluent au cours du temps et la croyance moyenne va évoluer au cours du temps avec donc un processus d'apprentissage. Oui, alors excusez-moi, j'ai quand même commis ici une petite erreur, parce que quand je dis que je retrouve exactement l'apprentissage bayésien, c'est vrai si je suppose que j'ai une infinité d'agents et que toutes les croyances sont présentes. Si je suppose que toutes les croyances sont présentes, tous les MUI, j'ai un continuum de MUI, eh bien en évoluant, je vais converger vers la croyance réelle, c'est-à-dire sur le vrai mu. En revanche, si j'ai des MUI qui sont discrets, eh bien, en fonction de leur degré d'éloignement, en fonction du nombre de MUI dont je disposerai, je vais avoir de l'apprentissage, mais je ne convergerai jamais vers la vraie probabilité. Je vais être autour de cette vraie probabilité, mais je ne convergerai jamais vers la vraie probabilité. Alors, ce que j'ai raconté avec les lois normales, mais je passe rapidement là-dessus, se généralise en fait dans un cadre donc beaucoup plus général avec des distributions quelconques. Donc on peut très bien supposer que X ne suit pas une loi log normale. On a des loteries qui peuvent suivre n'importe quelle loi. On peut quand même définir des concepts d'optimisme et de pessimisme pour les agents, à part que ce ne sera pas simplement mesuré par un paramètre MUI qui, s'il est plus grand que mu, signifie optimisme, et s'il est plus petit que mu, signifie pessimisme. C'est un peu plus compliqué, mais on a exactement le même genre de résultats. Si je mets un optimiste et un pessimiste autour de la table, si j'ose dire, eh bien, je vais récupérer un agent représentatif qui n'est ni optimiste ni pessimiste, qui va surpondérer les états du monde, qui va avoir une fonction qui va être en forme de S inverse, au moins aux extrémités, et on va avoir les mêmes propriétés que tout à l'heure, c'est-à-dire que plus les agents seront hétérogènes, moins ma fonction de transformation sera discriminante, et plus les agents seront optimistes, plus ma fonction de transformation sera attractive. Alors maintenant, j'ai parlé des fonctions de transformation, je n'ai pas parlé des taux de préférence pour le présent. Eh bien, au niveau des taux de préférence pour le présent, on a le même genre de résultats, c'est-à-dire qu'on va retrouver au niveau agrégé les propriétés que l'on a d'habitude en économie comportementale, alors même qu'ici, je suis parti d'agents qui sont standards. Donc, ça veut dire quoi? Comme vous vous souvenez, j'ai supposé que chacun des agents avait une fonction DI avec un coefficient ρI qui est constant. On a dit que D, au niveau de l'agent représentatif, tout se passe comme si l'agent représentatif avait, lui, une fonction de préférence pour le présent qui est D et qui est une moyenne des DI. Eh bien, si on calcule le taux marginal ou le taux moyen, donc soit le moyen, soit le marginal, associé à l'agent représentatif, eh bien on s'aperçoit que ce taux qu'il faudrait mettre ici, donc je pourrais écrire pour l'agent représentatif, si je voulais écrire ça sous la forme exponentielle de moins ρ de t fois t, eh bien ce ρ de t, d'abord, il ne serait pas constant. Non seulement il ne serait pas constant, mais en fait, il serait décroissant, exactement comme avec l'agent en théorie, en économie comportementale. On va trouver un ρ qui est décroissant et qui va converger vers le ρ le plus faible.
Donc, si j'ai un agent qui a un ρ1, un agent qui a ρ2, avec ρ1 plus petit que ρ2, eh bien, je vais avoir une moyenne de ρ1 et ρ2, mais une moyenne qui dépend du temps, qui est décroissante et qui va tendre vers le ρ le plus faible. On peut, si on suppose par exemple qu'on a donc un continuum d'individus, chacun avec son ρi, supposons que les ρi suivent une distribution, donc une loi gamma, eh bien, on montre que, à ce moment-là, le ρ de l'agent représentatif, le ρ de t, eh bien, suit une fonction hyperbolique de la forme A sur B plus CT, enfin plus précisément M carré sur M plus eta V carré T, où M et V sont les caractéristiques de ma loi gamma, où le eta, c'est le coefficient d'aversion au risque de mes agents, et on a donc exactement une fonction hyperbolique pour la fonction d'escompte. Donc, la fonction d'escompte hyperbolique, alors ça avait déjà été constaté par Weizmann, mais la fonction d'escompte hyperbolique peut être récupérée au niveau agrégé comme la résultante de fonctions de fonctions d'escompte classiques, exponentielles classiques, mais où les ρi des différents agents seraient hétérogènes et suivraient une loi gamma de paramètres M et V. Alors là aussi, on peut dire un certain nombre de choses, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On peut dire des choses sur comment le ρ de l'agent représentatif, donc son coefficient d'escompte, varie avec les ρi individuels. Si on fait donc une force stochastique dominante, dominated shift, donc une transformation qui est dominée au premier ordre, donc de la distribution des ρi. Donc en fait, je translate, grossièrement parlant, je translate les ρi vers la gauche, eh bien ça va décroître le ρ de l'agent représentatif. Si au contraire, j'écarte les ρi, eh bien là aussi ça va décroître le ρ de l'agent représentatif. Donc, plus il y a d'hétérogénéité dans l'économie, et plus le taux d'escompte de l'agent représentatif va décroître, et va décroître donc de plus en plus vite pour atteindre des niveaux de plus en plus faibles. Donc, en conclusion, ce que nous avons ici, c'est que une collection d'individus, donc ça c'est d'un point de vue économique, une collection d'individus à croyances hétérogènes et à taux d'escompte hétérogène se comporte au niveau agrégé comme un agent de la théorie dite comportementale, c'est-à-dire un agent qui aurait une fonction de transformation des probabilités en forme de S inversée et une fonction d'escompte dite hyperbolique, c'est-à-dire un paramètre d'escompte qui décroît avec le temps. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ceci pourrait être une métaphore pour ce qui se passerait dans le cerveau, où chacun des individus que j'ai décrits en fait serait un processus, et on aurait un planificateur central qui distribuerait la tâche aux différents processus, donc distribuerait l'évaluation aux différents processus, collecterait et donc la distribuerait de manière Pareto optimale, collecterait ensuite les informations, en tirerait son évaluation, observe ensuite les réalisations, à partir de cette observation des réalisations, va définir de nouveaux poids qu'il met sur ces différents processus, et par là même, à la fois va se comporter comme un agent comportemental, mais en plus va apprendre au cours du temps, puisque sa croyance, qui, elle, est une moyenne des croyances individuelles, va s'adapter. Alors si on prend des fonctions logarithmiques, va s'adapter selon un processus bayésien, ou selon des processus qui seront proches des processus bayésiens, mais qui seront des processus différents. Voilà, il y a énormément de modèles aujourd'hui dans la littérature qui essayent de s'intéresser, de décrire le fonctionnement du cerveau en identifiant dans le cerveau ce qui pourrait être des agents économiques qui interagissent entre eux.
de ce que j'en sais, ce sont des modèles qui sont surtout basés sur de l'asymétrie d'information entre les différents agents. Un agent n'étant pas nécessairement identifié avec une zone du cerveau, mais c'est plutôt des processus au sein du cerveau. Donc c'est plutôt des problèmes d'asymétrie d'information, et les modèles économiques utilisés sont plutôt des modèles type principal agent. Ici, nous n'avons pas du tout d'asymétrie d'information, et on est plutôt sur des modèles de type équilibre général ou Pareto-optimalité. Voilà, merci. Cet exposé stimulant et clair, merci aussi d'avoir été rapide. J'essaie de rattraper un peu. Nous avons malgré tout le temps pour une ou deux questions. Christian Schmitt. Oui, alors Eliès connaît certaines de mes remarques. Bon, la première, je ne suis pas si étonné par le résultat de base, parce qu'en fait, quand on regarde comment ont été construits une partie de ces modèles comportementaux, en fait, ils sont construits à partir de moyennes. C'est-à-dire qu'on demande à des individus de faire des choix dans généralement des options duales, et on ne regarde pas ce qui se passe, les choix individu par individu, mais après, on donne les moyennes qui ont choisi telle option et telle autre, et on en tire après la construction de la forme de la courbe. Et ça, c'est assez fréquent. Donc, il me semble qu'une partie de cette différence, elle tient au fait que ce que l'on a reconstitué, les comportementaux, et notamment Kahneman-Tversky, reconstitué des courbes à partir d'observations, en fait, agrégées de leurs petits groupes sur lesquels ils ont fait leurs expériences. Donc, il y a, me semble-t-il, déjà quelque chose qui est voisin de ton raisonnement dans la manière dont ces modèles ont été eux-mêmes construits. Alors, l'autre remarque, elle porte sur ton hypothèse conjecturale. Tu avais l'hypothèse que si on suppose qu'il y a des processus cérébraux différents, il y aurait peut-être un planificateur. Bon. Mais on peut aussi imaginer un autre type de modèle dans lequel il n'y aurait pas de planificateur, mais au contraire, on aurait un système, en quelque sorte, de marché, enfin un système de concurrence entre les processus avec... alors là, je pose la question au neuro. Est-ce que ça serait plutôt un modèle planificateur ou un modèle de type compétition, éventuellement, ou intermédiaire avec arbitrage? Ce qui me semble intéressant par rapport aux exploits de ce matin, je le dis tout de suite, c'est que dans ta conjecture, tu insistes sur le côté processus plutôt que de rechercher une zone d'isoler cérébralement. On serait bien incompétent, bien incapable. Pour l'économiste, c'est stimulant. En fait, j'avais une question un petit peu similaire. On va regrouper les questions. Pardon, oui, enfin ça peut peut-être prolonger cette question. Effectivement, je crois que l'idée que le cerveau puisse être constitué d'une collection d'agents avec certains ayant des échéances de temps différents des autres est assez intéressante. Par exemple, les expériences de Mathias Pessiglione ont montré assez clairement que le striatum ventral est capable d'apprendre certaines décisions en l'absence de toute conscience, et il le fait probablement avec des constantes d'apprentissage qui sont assez différentes de celles du reste du cortex. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes choses que l'escompte temporel, mais enfin il y a une idée un petit peu proche. Mais peut-être un des concepts qui me paraît le plus intéressant dans ce que tu proposes, c'est que ce qui émerge dans le comportement est réellement le résultat d'un comportement collectif et ne peut pas être identifié à aucun des circuits élémentaires. Je pense que c'est une morale très importante pour l'imagerie, parce que si on cherchait quelque part dans le cerveau un corrélat de cette distorsion, on ne le trouverait pas, selon ta théorie. Il faut uniquement regarder au niveau du comportement collectif des individus. Et je me demande s'il y a des données qui vont dans un sens ou dans l'autre de ce point de vue-là, mais au moins c'est un message de précaution vis-à-vis de la situation. On essaie de corréler directement, sans modèle intermédiaire comme tu le fais toi, des signaux comportementaux avec des signaux cérébraux. Merci. Alors oui, pour répondre très rapidement à la première question de Christian, alors et en l'exagérant un petit peu, mais on a vu que parfois c'était stratégique d'exagérer. Effectivement, la question pourrait être, est-ce que finalement toute la théorie comportementale ne serait qu'une énorme supercherie, ou enfin on se serait pas aperçu
que les courbes résultent simplement du fait qu'en interrogeant plein de gens et qu'en faisant la moyenne, on récupère le comportement moyen et non pas un comportement type. Alors, il est possible qu'il y ait un biais supplémentaire qui en résulte, mais en même temps, il y a un certain nombre d'études, comme celle d'Abdelaoui, qui s'intéressent aux individus, et encore, enfin je cite Abdelaoui parce que c'est celle que j'ai à l'esprit, qui identifie les fonctions S inversées individu par individu. Ils en prennent une dizaine maximum parce que c'est quand même beaucoup de travail de terrain. Mais donc ce S inversé, on le retrouve au niveau individuel, mais effectivement, on peut penser qu'il va être d'autant plus prononcé quand on fait des études sur un très grand nombre et qu'on moyenne les résultats sans prendre en compte que les individus qu'on a interrogés sont hétérogènes et que donc on accentue les choses. Du point de vue de la pure orthodoxie économique, évidemment, depuis tout à l'heure, j'ai pas arrêté de mélanger équilibre et optimum de Pareto, donc les économistes m'en excuseront. Mais effectivement, c'est parce que dans la petite histoire ou dans la petite histoire que j'essaie de raconter, je n'ai pas encore d'idée très précise sur quelle est la meilleure façon de présenter les choses et quelle est la meilleure façon de penser les choses. Alors, les deux approches conduisent au même résultat, mais dans un modèle d'optimum de Pareto, il y a un planificateur qui va distribuer les tâches entre les individus, et puis qui après récupère les résultats, qui va essayer de distribuer ça au mieux. Mais il y a donc ce rôle central du planificateur. Dans un modèle d'équilibre, il n'y a pas de planificateur. En revanche, il y a un système de prix. Donc il y a des échanges entre les différents individus. Maintenant, que signifient ces échanges? Qu'est-ce qu'ils s'échangent effectivement? La grande question ici, c'est de se dire on est en train d'évaluer une certaine loterie, petit x, mais chacun des processus individuellement ne reçoit pas un bout de petit x. Alors après, est-ce que, en fonction du degré d'exactitude de leur prévision, ils vont avoir un niveau d'excitation ou quelque chose qui va être proportionnel à ce qu'ils ont prévu? Enfin, là s'ouvre toute une série de questions sur lesquelles je suis totalement incompétent. Et puis, alors effectivement, le fait qu'il y ait des constantes de temps différentes, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire, si effectivement on arrive à montrer qu'il y a des zones du cerveau ou des processus dans le cerveau qui ont des constantes de temps différentes, ça peut aller dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure et qui fait qu'au niveau agrégé, on va avoir des fonctions constantes de temps qui vont être la composée de ces fonctions élémentaires. Elias, moi j'ai justement pour rebondir, mais brièvement, je crois qu'on n'a pas le temps de discuter au fond, mais effectivement la Pareto-optimalité, dans la formulation, les lambdaï ont disparu, mais ils étaient égaux dans le modèle. Oui. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Ça, c'est un premier point. Juste une autre remarque avant que je donne le mot de la fin à Peter. L'autre remarque, c'est qu'effectivement, le fait que le taux d'actualisation soit le plus faible des deux, qui est une idée dans la théorie du calcul économique, pas assez récente relativement, m'avait toujours paru une des manières de reposer le problème de l'incohérence temporelle. Et ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. Donc vous êtes le premier à le faire. Alors, il y a des choses. Alors, il y a des choses. Enfin, il y a Weizmann qui a constaté la même chose, mais au niveau agrégé. Voilà, tout à fait. Tout à fait. L'incohérence temporelle serait... Voilà. Tout à fait. Pas à ma connaissance. Would the chairman allow me to go the Belgian way and that I speak my own language? And you answer in your own language? Is that all right? Okay. Just a comment and then a question. First a comment going back on what Stanislas Dehana said. So Colin has a paper with Ping Su, I think in PNAS, where they do show in striatal areas effects of probability weighting very much like the function that you see there. Right? On the other hand, if you look at Kenji Doya's work in Japan, you see in the striatal areas different discount rates that seem to be competing with each other, whatever you interpret. So there is evidence in both directions. Right? That's a comment. I have a question. So you assume Pareto optimality. Since you have Pareto optimality, there exists a competitive equilibrium that actually implements it. What I don't understand is, so existence of equilibrium means that there should not be any arbitrage opportunities here. Yet you get a representative agent with hyperbolic discounting.
isn't there an inconsistency between hyperbolic discounting and absence of arbitrage? No, not at all. Not at all. The representative agent will have hyperbolic discounting, but then if the representative agent was a real agent, then you will have some time inconsistency at the level of that agent. But in fact, in our economy, each agent is completely time consistent, there is no arbitrage, and at the aggregate, everything works like if we had... But the prices should reflect, the prices reflect the marginalities of the representative agent, yes. Right? So why don't the prices reflect hyperbolic discounting? In the model or in the real world? In the general equilibrium implementation of your Pareto optimal allocation. The prices will reflect. Will reflect here the hyperbolic discounting, and then you will have that the long-term discount rates, the yield curve will be decreasing, the long-term discount rates will be lower than the short-term discount rates, and there is a whole literature, recent literature about that, and that is now related to problems of environmental decision making, because decreasing discount rates help to explain why it is good to invest in long-term projects in order to have a better environment, etc. But there is no arbitrage in such a framework. Okay, thank you very much, Elias. Merci.